Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que vous allez bien et que surtout vous avez très bien débarré votre journée, bien évidemment en compagnie de nos différents programmes. Après le réveil matin, la cour commune s'installe chez vous aujourd'hui encore avec une autre thématique encore plus belle, plus intéressante et des invités super informés parce que nous abordons aujourd'hui un thème plutôt spécifique, mais qui concerne les femmes, mais pas sans les hommes, puisqu'on parle d'hommes, pardon, puisqu'on parle de femmes, on parle également d'hommes. C'est une complémentarité. Alors, la cour commune va changer un peu dans le contenu, parce que désormais, tous les mercredis, vous aurez droit à une nouvelle rubrique, Mon métier, qui nous sera présentée par Ghislain Ronquet, ce sera tout à l'heure. Mais les autres rubriques, vous les connaissez, le mot du jour, avec normalement Nadège Ronquetine, qui n'est pas là ce matin, mais c'est pas que ça change. Après le mot du jour, vous aurez le clip du jour et également les débats dans Sans Tabou. Justement, dans Sans Tabou, aujourd'hui, vous le savez, une grossesse, ça laisse forcément des marques. Votre corps n'est pas complètement différent, mais pas tout à fait le même qu'avant la grossesse. Donc, il n'est plus le même après l'accouchement. Même si vous ne vous sentez pas bien, il faut forcément prendre soin de ce corps que vous avez après l'accouchement. Et c'est justement là notre thématique du jour. On parle de comment la femme doit prendre soin d'elle après un accouchement. Et pour débattre de cette thématique, pour nous expliquer en détail comment faire ces soins, nous avons deux professionnels. J'ai d'abord une sage-femme avec moi. Elle a nom Madame Agbo Esther Leslie, épouse Sokemaou. Bonjour Madame Sokemaou, j'espère que je prononce bien. Oui, Sokemaou. Ah, Sokemaou. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Et vos patientes? Elles vont bien. D'accord. Et quand on parle d'accouchement et surtout retrouver sa forme de guêpe après cette période de grossesse, il faut forcément des rééducateurs, ou si vous préférez, des kinésithérapeutes. Et j'en ai une avec moi aujourd'hui. Elle a nom, Madame Gerson Naomi Adamando. Elle est kinésithérapeute de prévention. Bonjour Madame Adamando. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. C'est okay. Gersonde. Ah, Gersonde. Voilà, oui. Je savais que j'allais me perdre à la prononciation. Gersonde, c'est pas Gersonde. Non, Gersonde. Gersonde Adamando. Oui. Bon, je vais simplement dire Naomi, là, c'est plus facile. Voilà. Mais votre jaune, ça donne bien à l'antenne, c'est quand même joli. Merci bien choisi beaucoup. comme couleur. J'ai suivi vos conseils. Ah ouais, vous avez raison, vous avez bien fait. Ça vous va bien. Merci. Autant. Voilà. Merci, chère dame. Je suis jalouse. Ah, mais non. Votre blanc vous va aussi le blanc, il est bien. universel. Et quand on est en blanc, ça, la clarté même éblouit. Ça, moi, j'ai même Pourtant, vous ne l'avez pas dit. Vous êtes lumineuse, rayonnante. Je ne l'ai pas dit parce que c'est rare de voir la couleur jaune en réalité. Parce que beaucoup ont du mal à porter le jaune. Le jaune également est frappant. Mais bon, dans notre décor également jaune, vous voyez ce que ça donne. C'est pour ça, ça a attiré tout de suite mon attention. Okay, mais votre blanc vous va très bien. Vous êtes une très belle dame. Rassurez-vous. Voilà un peu, pardon, l'ambiance dans laquelle nous restons aujourd'hui pour cette belle thématique qui concerne les femmes. J'ai bien envie de vous faire écouter cet élément sonore. Nous avons rencontré des dames qui nous ont dit un peu, ou partager un peu avec nous leur expérience. J'ai bien envie qu'on écoute ça d'abord avant de revenir pour commencer les débats. À tout de suite. Vijiji si wenu ajizito yo analeu anlesizo de unsu kanjio mana zian libo zin file akorovi akojuna jivi bo ado verse de we kaka chibo fi wa ton ni le anzin fi le bisese kanji evo nous sommes à ton allez nous sommes à ton simien do kanji nous sommes à temps. Allez, mon caca, nous sommes à temps. Eh oh, on a bi. Abio, sont à temps. Wai basé, sin zoda, il veut sin fatou et les dieux. Ando kanji, on a fouda. Azode, on a bi kande ou. Mona wa kanji. Mais quand je vis trop lourd,
non on a machine de l'enu mi bon mi non nous on a machine elle et on a mon évo pour mon évo on doit machine de ado yen TV ofia to gudo en TV lady donc do a machine di dade le bonua fwewe no TV chele na mon tika wa mi ya kaka ba ndo fie gbe o yen do ma do nu ye wa ndo le ye TV di yen le sinzo on da gbe e no zo magbaza no bi mando gbenu amasin framasiton kede o ete won la mi onunu mi ale sinzo olomo zanwe do sinzo le so eno nu kabo edunu o do sinzo adoji mo lenu eno lenu simion do den divio nzan amasin do hweton le bodo den wa hwegbe o mo wa do amasin le zanwe bonda feu de acajou bon non gba kan fo de mi bon non blo toilette non dijon non kondo po mi kwa bon non dijon on va pe ni wa pale ro ko mi mblo fo nu lo mi non zan ai clou de girofle mi non zan mi non so bonoli bon considé di bonoli e o nda ko do lesu comme ko zan alors e so besoin ngegede a no adivi bozan acajou c'est ama o gba ka fo de mi azisi zo grandio ana solide conseil de yen do bonana yo nu ye divio ni uri bonu mi edele nde no zan le mama le do nu yo ni uri bozan. Bon, juste après mon accouchement, vous savez, quand c'est le premier geste et que vous avez la chance d'avoir toujours votre mère à côté de vous, et quelque temps, c'est qu'elle se précipite à vous assister pendant les premiers mois. Quand je dis premier mois, c'est du premier au 3, du premier, deuxième et troisième mois. Et donc, moi, j'ai eu ces personnes-là avec moi qui veillaient à ma douche. En fait, c'est ça surtout. Bon, il y a la douche de l'enfant, du bébé et tout. Mais moi, même mes parents, mes tantes et ma maman disaient, on doit bien comment on dit même, te masser, voilà. On doit bien te masser avec de l'eau chaude. Quand il dit l'eau chaude, c'est que ce n'est pas de l'eau tiède, c'est de l'eau chaude. Et on doit te masser et on essayait de tout faire pour que le reste du sang coagulé en moi, que ces sangs-là soient évacués et tout. Donc, c'est ce qu'elles ont surtout fait ça. Elles ont surtout fait dans le temps. Je fuyais l'eau chaude, mais bon, je n'avais pas le choix. J'essayais de garder tout mon courage pour pouvoir suivre tout ce qu'elle disait. Elle me disait que si je ne prenais pas soin de moi, je ne me couvrais pas comme cela se doit, je serais prise par le froid, par la fraîcheur. Et ce n'est pas très bien. Donc voilà les soins que mes tantes, ma maman, elles ont pris tout le temps de le faire avec une très très grande attention. En dehors de ça, il y a également... c'est la chose la plus importante. Mais moi, particulièrement, j'ai un problème au niveau de ma périnée. Donc, les sages-femmes m'ont dit non, que ce n'est pas trop bien d'envoyer de l'eau chaude de l'autre côté. Et donc, ce que mes parents ne voulaient pas trop dire, non, c'est la sage-femme qui a dit, il faut coûte que coûte respecter cela. On dit non, pas d'eau chaude. Donc, j'ai essayé de respecter cela et je faisais mes soins intimes avec du citéal. Voilà, du citéal, et je faisais le soin intime. On me mettait de l'eau chaude dans un pot et je m'asseyais sur ça et prendre toutes ces chaleurs-là dans mon vagin. Donc, c'était à peu près ce que j'ai vécu. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé avec moi, c'est pas si c'est avec moi, mais ça arrive souvent avec d'autres femmes. À un moment donné, j'ai eu l'hémorragie. Et il paraît-il que c'est parce que l'eau chaude n'était pas trop adaptée pour moi, pour mon organisme. Donc, j'ai eu 3 jours successifs. Dès je finis de prendre la douche, c'est que j'ai l'hémorragie, le sang coule de mes narines. Et également, après la douche, je sens une fatigue générale. Je me pète tout comme si je devais tomber. À un moment donné, on a arrêté cette douche-là avec l'eau chaude. Donc, je m'asseyais juste sur un pot pour me débarrasser des sangs coagulés en moi. Également, mon ventre pour avoir... Mais les parents disaient qu'il faut attacher le ventre. Il faut bien attacher le ventre.
J'attachais. Également, je prenais beaucoup de l'eau chaude, pas de l'eau tiède, c'était un peu chaud, hein, le degré était un peu élevé. Je prenais ça les matins et les soirs. On me dit, je dois prendre avec, on dit en fond, du kodo. Voilà, la tisane qu'on faisait et je buvais les matins et les soirs. Et bon, après l'accouchement, bon, tu es une femme, tu ne vas pas te délaisser. J'ai pris soin de moi. Je ne vais pas dire que c'était moi seule. Ma mère a pris soin de moi. Et elle me lavait avec l'eau chaude, avec tisane et tout. Je n'ai pas utilisé de ken. Et j'attachais mon ventre avec pagne. Donc bien serré. Quand c'est bien serré et le ventre, ça fait effet avec les tisanes qu'on utilise et tout. Vous voyez, donc je prenais aussi les tisanes pour pouvoir et faire disparaître et la plaie qui est à l'intérieur et tout. Tout ça, ça permet à ce que et la plaie se cicatrise vite et que le ventre s'aplatit. Pendant 1 mois jusqu'à 2 mois, après l'accouchement, on m'a bien massé le corps avec de l'eau chaude. Chaque matin, je prends de la bouillie, de l'eau préparée avec kodo pour évacuer le reste du sang qui est resté dans le ventre. On appuie le ventre et après ça, on m'attache avec du pagne pour que le ventre ne soit pas trop court. Après avoir accouché, il faut que tu apprennes à attacher le ventre. Il faut aussi que tu prennes ton bain avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude, tu te fais masser tout le corps, surtout le ventre, pour pouvoir le comprimer. Ce faisant, tu réussiras à maintenir ta forme après l'accouchement. C'est important de prendre les tisanes et de prendre soin de son bébé et de soi-même. Même nous remarquons que les jeunes filles aujourd'hui refusent de prendre les tisanes. Même la pâte, elles refusent de manger. C'est très mauvais. À notre époque, lorsque nous accouchions, nos mères nous faisaient asseoir sur des pots remplis d'eau chaude. Ainsi, tu reçois toute la vapeur de l'eau chaude au fond de toi. Elles font préparer de la tisane qu'elles te font boire après chaque repas. Ceci facilite la montée du lait au niveau des seins. Il est aussi important de prendre soin de soi physiquement, se réveiller tôt le matin pour les petites tâches ménagères, mais également maintenir sa chambre propre. C'est aussi bien de manger chaud. En fait, l'autre secret, c'est de savoir quoi manger. On dit souvent que lorsqu'on accouche, qu'il faut boire beaucoup, qu'il faut prendre beaucoup de la bouillie fermentée pour que l'enfant puisse avoir beaucoup de lait pour pouvoir pour nourrir l'enfant en fait. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi prendre assez de bouillie ainsi? Je prenais la pâte, je prenais tout, je prenais des fruits. Je prenais l'eau du coco et on me dit encore que je dois boire la bouillie. Et on me remettait une bonne quantité de bouillie. Moi, à un moment donné, j'ai dit à un moment, je ne veux plus prendre de la bouillie parce que je me suis posé la question. Mais ceux qui sont de l'autre côté, en Occident et tout, comment ils arrivent à allaiter leurs enfants? Et donc, quand je prends juste ce que je dois prendre normalement comme repas qui peut me suffire, je prenais beaucoup d'eau. Ce qui a fait que moi, je n'ai pas pris du volume. Je n'ai pas pris du poids. Voilà. Et je contrôlais mon alimentation. Je misais beaucoup sur les fruits. Sur les fruits, je prenais beaucoup de fruits, tout ce que je peux prendre. J'allais sur le net pour voir tout ce qu'il faut prendre pour que l'enfant puisse quand même avoir les vitamines nécessaires. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais c'est voilà des choses que moi, j'ai eu à faire dans le temps. Et là, j'ai gardé plus ou moins la ligne, même si certaines personnes disent que j'ai pris un peu de poids. J'ai plus gardé la ligne et surtout je prends soin de moi-même. Prendre soin de soi, mais c'est très important pour les femmes.
Voilà donc qui introduit le débat de ce matin avec mes invités. Vous avez suivi l'élément. Je donne d'abord la parole à la sage-femme qui a entendu beaucoup de choses. Alors, réaction déjà sur cet élément. Déjà, il faut dire que il faut comprendre de l'élément mon histoire que chez nous en Afrique, les femmes ont cette manière de croire tellement aux tisanes, à l'eau chaude. Et psychologiquement, je pense que ça marche pour celles qui y croient et l'utilisent. Et bon, c'est systématique. Parmi toutes celles qui ont parlé, il n'y a pas une personne qui a manqué de dire la belle famille m'a assisté, mes parents m'ont assisté, on m'a donné le soin, j'ai pris de tisane, j'ai utilisé de l'eau chaude et j'ai fait de la toilette avec camphor, même j'ai entendu camphor. Oui, camphor. Et il y avait quelqu'un qui parlait même de plaies dans l'utérus et tout. Mais normalement, déjà l'accouchement, c'est un processus qui met fin à la grossesse. C'est l'aboutissement de la grossesse et l'enfant sort. Et physiologiquement, il y a eu des modifications au niveau du corps, de l'organisme de la personne. Et ça doit prendre tout. C'est encore un processus pour que tout revienne à sa place. Et déjà, quand on finit l'accouchement, la sage-femme donne des conseils, on prescrit des médicaments. Et la femme doit utiliser ces médicaments pour prendre soin de son organisme. Normalement, tout ce qui est prescrit par la sage-femme ou bien le gynéco qui a eu à faire l'accouchement, normalement, avec ces médicaments, la femme peut se retrouver. D'accord. Maintenant, on ne va pas juger ceux qui croient ou bien celles qui croient en l'eau chaude et l'utiliser. Mais l'excès de toute chose nuit à la santé. Il faut vraiment, vraiment se méfier des tisanes. Déjà, on n'a pas eu à faire des recherches sur les plantes, l'utilisation des plantes, la quantité qu'on doit prendre. Et si on prend en essai, par exemple, les tisanes, ça peut créer aussi des problèmes au niveau des reins. Et bonjour, les problèmes de dialyse et tout. Donc, il faut vraiment, vraiment se méfier de nos tisanes. C'est pas que je déconseille, mais il faut faire des recherches là-dessus. Savoir la quantité qu'il faut prendre. Parce que, autant qu'elles ont parlé, personne n'a parlé de la quantité, du dosage. Je pense, nous on dit de mettre ça dans un verre d'eau et on prend, c'est pas. Or, quand nous prenons les médicaments que nous prescrivons, les gens ont fait les études et tout est un comprimé et ça dépend même du poids de la personne. Donc voilà un peu, je m'en arrête là. D'accord. Vous conseillez l'eau chaude en tant que sage-femme? Parce que moi, c'est dans notre culture africaine. C'est systématique. J'ai accouché 2 fois, la première fois par voie basse, seconde fois par césarienne. Et j'ai utilisé l'eau chaude pendant 1 semaine. J'ai démissionné parce que je n'ai pas pu supporter. Et j'ai utilisé les médicaments qu'on m'a prescrit. Et bon, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui je suis... j'ai un problème, je ne sais pas. Moins jolie qu'avant, vous n'en savez rien. C'est votre mari qui le dira. Voilà. Donc, moi, j'ai fait l'expérience, je n'ai pas pu supporter. Après la césarienne, je n'ai même pas utilisé l'eau chaude. D'accord. Oui, Madame Adamado, voilà. Oui. L'élément, vous l'avez su, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous qui accompagnez les femmes après leur accouchement, qu'en dites-vous? Bon, déjà, je félicite les femmes qui supportent tout cela. Et je ne vais pas envoyer une pierre à quelqu'un ce matin, seulement qu'il y a une chose, il y a un fait qui excuse toutes ces pratiques-là. Les femmes ont foi en ce que leur mère leur a transmis. C'est un héritage culturel. Et elles se disent, ma mère a vécu ça. Elle a les preuves que ça marche. Elle m'en parle. C'est pour m'accompagner, me soutenir. Alors, go, on y va. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on espère. Elles sont dans l'expectative de changer de corps. Elles ont vu leur mère, qui est presque toujours jeune que lorsqu'elle a eu leur grossesse. Aujourd'hui, moi, je pense que l'eau chaude et autres, c'est vraiment aborder cela avec sagesse. L'aborder avec sagesse. Elles utilisent l'eau chaude à cause de l'œdème des masques de grossesse. Elles se disent, l'eau chaude va faire disparaître ça.
la sage a dit tout à l'heure, c'est tout un processus. La grossesse n'a pas poussé du jour au lendemain. C'est pendant 9 mois. Donc, c'est encore dans un processus que le corps revient à la normale. Et il faut accompagner ce corps-là. Pas avec de l'eau chaude, pas avec des tisanes, qui ne sont que des mythes, selon moi. Qui ne sont que des mythes. Mais comme le peuple périt faute de connaissances, on fait comment? On suit la tendance? Voilà, beaucoup de femmes suivent la tendance. Et je pense que nous, agents de santé, sages-femmes, gynécologues, kinésithérapeutes, nous avons un grand travail à faire. Passer l'information, passer par tous les moyens pour que les femmes puissent avoir l'information nécessaire. Quand vous m'aviez appelé, je disais souvent aux femmes, l'eau chaude, non, l'eau chaude, non, l'eau chaude, non. Mais il y en a certaines qui vont dire, j'ai froid après l'accouchement, j'ai froid. Juste leur demander d'utiliser de l'eau tiède, mais d'éviter les massages avec de l'eau bouillante, où on appuie dans le ventre, on oublie que l'utérus n'est pas encore totalement remonté, l'orifice vaginal n'est pas encore fermé et on appuie. Il y a des lésions. Il y a des lésions qu'on crée encore. Il y a des sutures. On fait, par exemple, quand on fait une épisiotomie, on fait la suture et les femmes, mais la sage-femme, normalement, informe. Mais arrivé à la maison, les femmes font ce qu'elles veulent. Mais des fois, on reçoit des femmes qui reviennent avec des, comment appelle-t-on, des sutures qui se lâchent. Et on n'arrive même pas à recoller, on laisse ça comme ça. Et ça crée d'autres problèmes. Parce qu'il y a une ouverture là, le mari... Mais ça, vous savez ce que moi j'ai dit aux femmes. J'ai dit, c'est un bon sens. Quand vous achetez du poisson, et vous mettez dans l'eau chaude, ça fait quoi? Est-ce que ça se contracte ou ça se détend totalement? Ça va se détendre, c'est de la chair. Voilà. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous dire qu'il faut vous asseoir, il faut faire les sièges chauds pour serrer le périnée? Vous êtes en train de relâcher totalement le périnée et ça reste, ça rosit comme une plaie neuve. Alors cessez. En fait, c'est la seule phrase que je dis. Vous êtes femme, vous allez à la cuisine. Ça fragilise. Voilà. Alors que le froid contracte. Le froid resserre, le froid entretient. On peut garder un aliment dans un bon état dans le congélateur pendant ne serait-ce qu'une semaine. Alors quand je dis ça, les femmes ouvrent les yeux et on démystifie tous les mythes que la culture a installés et se transmet de génération en génération. Démystifier ça sera compliqué. Hein, parce que on y arrive. Vous l'avez dit, on y arrive quand même. C'est de source en réalité. Mais on y arrive. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes les mamans. Et nous avons des enfants. On dirait que vous êtes trop moderne, têtu. Et si par malheur, vous ne respectez ces passes-là, et qu'à la fin, vous ne retrouvez pas votre forme qu'avant la grossesse, on va vous dire que c'est parce que tu as un temps refugé. Ma soeur disait tout à l'heure qu'elle n'a pas utilisé l'eau chaude. Est-ce qu'elle est vilaine? Ah ben non. J'ai pas utilisé l'eau chaude. J'ai commencé à l'utiliser après mon premier accouchement parce que ma belle-mère était là. Mais quand elle a fait 2 fois, 3 fois, elle a vu que j'avais des vertiges. En fait, j'étais comme étouffée et je me perdais tous mes sens. Je lui ai dit, maman, et j'ai laissé, malgré que c'était par césarienne que j'ai accouché, elle tenait encore à me faire le bain chaud. Et je lui ai dit, grand-maman, maman, on s'est supporté. J'ai laissé, j'ai travaillé après. J'ai eu un deuxième accouchement. L'eau chaude n'est pas allée sur ma peau. Mais ça ne veut pas dire que j'ai vieilli aujourd'hui. Je suis encore plus ferme que jamais. Je vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Donc, pas d'eau chaude. On peut y arriver. Si c'est nous maintenant, nous avons cette conscience. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? À nos belles-filles? Qu'est-ce que nous leur transmettons? Parce qu'on a eu l'exemple, en fait, on a eu les résultats, les conséquences. Beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent de descente d'organes. Nos mamans n'en étaient pas conscientes avant. Leur mari ne leur disait pas ça avant d'aller voir une autre femme. C'était même pas possible. Quand la femme accouchait dans leur temps, c'est qu'elle doit s'écarter de son foyer pendant 6 mois. Elle organise ça le temps de se retrouver en ce moment. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, je dis à mes femmes, quand tu accouches, le jour même après l'accouchement, si ton mari veut,
tu peux encore avoir des relations sexuelles. Parce que la grossesse n'est pas une maladie. Non, du tout. L'accouchement n'est pas une maladie. Donc là-bas, ça n'a pas eu, à part la transformation, l'élargissement, il n'y a pas eu de problème. Mais dire que j'ai accouché, je dois arrêter les relations sexuelles parce que mon organisme, ou bien même les gens disent que à force d'avoir des relations sexuelles, ça peut agir sur la production, la tête, l'enfant aura des problèmes après. Bon, c'est des histoires. Bon. D'accord, ça c'est un premier tour de plateau sur la vache populaire. Il faudra bien on va revenir sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure au cours de nos échanges. Alors, puisqu'on parle d'accouchement, il faudrait déjà comprendre le processus pour essayer de mieux appréhender le pourquoi de l'importance selon certaines personnes de l'eau chaude. Donc, Madame Sokema, vous allez nous parler de comment se déroule généralement le processus de l'accouchement. Déjà, l'accouchement, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est quand je rentre au travail que je suis en train d'accoucher. Mais l'accouchement, ça commence dès la fécondation. Tout se prépare. Parce que quand il y a fécondation, l'organisme commence par être modifié jusqu'à l'accouchement. Et il faut préparer l'accouchement. Et quand on dit préparer l'accouchement, au-delà du plan d'accouchement, il faut aussi se dire, après l'accouchement, je dois tout faire pour retrouver ma forme, pour retrouver ma santé, pour retrouver l'équilibre. Parce que quand on se laisse après l'accouchement, bonjour les dégâts dans le foyer. Donc, il faut suivre la grossesse, il faut aller en consultation du premier mois jusqu'au jour où on rentre en travail. Et qu'est-ce qu'il faut savoir et comment savoir qu'on est en travail? Déjà, il y a les contractions, le ventre commence par durcir et la femme a des douleurs, que ce soit des douleurs lombaires ou bien des douleurs au niveau de la hanche. Et ces douleurs-là, ça s'intensifie. La femme, normalement, quand elle commence déjà à partir de 37 et 36, 35-36 semaines, on commence par donner 2 semaines. Et la femme même, elle sait que là, ça s'approche. Donc, quand elle a des douleurs, elle doit se rendre à l'hôpital. Maintenant, le travail d'accouchement commence lorsque les contractions commencent. Le col commence par s'ouvrir. Il y a formation du bouchon muqueux. Et des fois, perte de liquide. Là, la femme rentre en travail, on l'examine, on voit. Et des fois, même les femmes disent qu'on est à 2 doigts, on ira à 10 doigts. Non, 2 doigts, ça veut juste dire que quand j'ai touché la femme, mes 2 doigts arrivent à rentrer dans le col. Ça, je peux toucher la tête, la poche des joues et tout. Donc, en temps normal, ça, vous n'arrivez pas à toucher. Normalement, le col reste fermé. Mais à partir de la grossesse, il faut savoir que c'est personnel et unique. C'est pas parce que on est jumelles, j'ai vécu cette situation au cours de la grossesse et ma jumelle doit vivre la même situation. Mais c'est pas ça. C'est personnel et même le travail d'accouchement aussi. Normalement, quand on accouche pour la première fois, le travail d'accouchement, ça prend du temps. Normalement, le col doit s'ouvrir chaque heure, 1 centimètre par heure. Donc, ça prend du temps. Et quand on accouche 1-2 fois, c'est moins. Mais des fois aussi, vu que c'est personnel, des fois, tu peux accoucher. Je donne mon exemple, par exemple. Pour mon premier enfant, j'ai fait à peine 4 heures de travail d'accouchement avant d'accoucher. 4 heures. Normalement, c'est pas bien pour un premier-geste. Il faut au moins 12 heures de travail d'accouchement. Donc, c'est personnel. Quand on fait l'examen, quand on reçoit la femme, on fait l'examen, on voit, elle est déjà en travail, elle se met dans les conditions. Et le travail, c'est un processus. Jusqu'à la phase de latence, phase de dilatation complète, dégagement, et il faut enlever aussi le placenta. Donc, tout ça là, quand on finit, et on donne les conseils à la femme, quand tu finis d'accoucher, il faut rester sur la table pendant 6 heures. On doit te surveiller, voir s'il n'y a pas rétention placentaire, il n'y a pas de lésion, il faut vérifier tout ça là, s'il y a de lésions. Parce que il y a les hémorragies du postpartum. Si on ne surveille pas tout ça là. Et nous allons revenir sur les tisanes. Parce que les femmes, pour vite accoucher, j'ai dit que c'est un processus. Il faut normalement 12 heures pour que la femme puisse accoucher si elle vient pour la première fois, si elle est enceinte pour la première fois. Maintenant, les femmes, déjà quand elles viennent en consultation, moi j'explique, je parle beaucoup.
quand tu viens chez moi, je parle beaucoup, je t'explique tout de long à large. Normalement, même quand la femme est enceinte, le fait de toucher tout le temps, c'est une violence. C'est pas bien. Et parce qu'on sait que quand on examine, tu es à la phase de latence, on ne doit pas te toucher. On sait comment ça va évoluer. Mais cela n'empêche d'écouter les bruits du cœur, de voir comment ça, de surveiller et tout. Mais chez nous, notre culture nous a appris une chose. Quand la sage-femme ne fait pas le toucher à chaque 30 minutes, c'est qu'elle ne surveille pas la femme. Elle a laissé la femme, elle ne fait pas son travail, elle gère autre chose. Oh, je suis là, j'ai mal, elle m'a laissé, j'avais mal tout le temps. Et on prend du tisane pour induire les contractions. Or, le processus, quand vous accélérez le processus, ça aura de répercussions après. L'utérus doit se contracter, se relâcher et faire ce travail-là. Pendant tout ce temps, vous prenez les tisanes et l'utérus commence par se contracter plus vite. Or, quand elles prennent les tisanes, elles pensent que ça va agir sur l'accouchement, ça va accélérer le travail d'accouchement. Des fois, ça marche. Des fois, ça ralentit et ça arrête le travail. Elle aura beau des contractions, mais le corps ne va plus s'ouvrir. Et là, on parle de dilatation stationnaire, défaut d'engagement, défaut de ci et ça. On amène la femme au bloc pour sortir le bébé. Et dans ces cas, souvent, l'utérus refuse de se contracter parce qu'à force d'être contracté tout le temps, l'utérus refuse de se contracter. Et bonjour les hémorragies. Et quand on parle d'hémorragie, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. D'accord. Toutes les sages-femmes prient pour ne jamais tomber sur les cas d'hémorragie. Oui, Madame Adamando, vous accompagnez les femmes enceintes à accoucher souvent dans votre métier. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? Vous les apprenez à pousser? Comme ma consoeur le disait tout à l'heure, l'accouchement se prépare déjà dès la grossesse. Moi, dès le début de la grossesse. Moi, j'appelle la grossesse et l'accouchement un championnat. Et quand c'est un tournoi, il y a chaque étape. Donc, la femme ne peut pas juste garder la grossesse, rester 9 mois sans rien faire et venir accoucher. Il faut préparer l'accouchement dès le premier jour de la grossesse. D'abord, nous accompagnons les femmes durant leur grossesse afin qu'elles soient dans leur forme optimum pour supporter la période d'accouchement. Parce qu'il y a des femmes qui viennent, elles sont déjà fatiguées. C'est des femmes qui ont perdu leur énergie, qui ont perdu leur spontanéité, certains réflexes ont perdu. Et c'est là que les sages-femmes perdent patience. Madame, poussez. Elles n'ont plus le souffle. Mais le souffle ne s'apprend pas en une semaine avant l'accouchement. Ah bon? Non. C'est tout le long de la grossesse. Il faut déjà, à partir de 6 mois, moi je dis 6 mois parce qu'aujourd'hui, toujours les mythes, certains gynécologues ou bien certaines femmes pensent que accompagner à l'accouchement, c'est faire du sport. Ce n'est pas faire du sport. C'est soulager la femme par rapport à tous ces problèmes qu'elle endure dans la grossesse et garder son corps tonique, ses muscles en bon état pour l'accouchement. Quand la gynécologue et puis la sage-femme ont besoin que la femme prenne des fois la position gynécologique, il y a certaines femmes qui n'ouvrent pas forcément bien parce qu'elles ont des douleurs au niveau de leurs muscles qui sont entre les jambes là. Et ces muscles sont contractés. Si la femme n'ouvre pas bien ses jambes, comment le bébé va pouvoir sortir? Si la femme n'a pas une bonne respiration, n'arrive pas à gérer sa respiration, comment elle va pouvoir attendre quand il ne faut pas pousser? Et il y a des femmes qui ne savent même pas le processus de pousser. Elles ne comprennent rien. Elles ne comprennent pas. C'est le jour de l'accouchement. Elles découvrent tout ça là, alors que difficile. On doit les accompagner durant leur grossesse. Il y aura ça. Mais à partir de, moi je dis à partir de 6 mois pour rassurer tout le monde. Parce que là, on a déjà l'assurance de ce que il n'y aura pas de risque, le bébé est bien installé et que la femme peut supporter certains exercices. Mais excusez-moi, un message à passer. Nous sommes agents de santé. Nous n'allons pas détruire des vies. On a fait cette formation au même titre que tout le monde. Donc, les rééducateurs ou même les sages-femmes qui aujourd'hui initient la préparation à l'accouchement, elles ne le font pas juste par plaisir. C'est parce qu'elles trouvent que c'est nécessaire aux femmes que nous le faisons. Et nous ne le faisons que pour le bien-être de ces femmes-là. Et
donner un meilleur rendement à cette sage-femme et ce gynécologue qui suit la femme durant son accouchement. Donc, nous les accompagnons en soulageant tout type de douleur. Il y a des femmes déjà, moi j'ai rencontré une femme qui me disait, c'est par des douleurs de dos que je sais que je suis enceinte. Déjà à un jour. Donc elle a des douleurs, les lombalgies terribles à un jour de grossesse. Vous vous imaginez, elle a des rapports aujourd'hui. Dans 2 jours, elle sait qu'elle est enceinte parce qu'elle commence à avoir des douleurs de dos. Comment ne pas accompagner cette femme-là durant sa grossesse pour que l'accouchement se passe bien. Et nous leur apprenons quoi manger aussi. C'est vrai, nous ne sommes pas des nutritionnistes, mais nous avons des prérequis, des bases pour aider les femmes. Nous les amenons à travailler leurs muscles. Parce qu'une femme enceinte, elle doit être belle. Elle doit être toujours dans sa pleine forme. Avec les masques de grossesse là. Même avec les masques de grossesse. C'est difficile d'être jolie avec un masque de grossesse. On peut être jolie avec les masques de grossesse parce qu'on prend soin de soi. On travaille les muscles qu'il faut travailler. On apprend à respirer. Elles sont souvent fatiguées, essoufflées parce qu'elles ne savent pas respirer. C'est un corps étranger qui est en elles. Donc, elles sont souvent affolées. Donc, on les apaise. Nous ne sommes pas des psychologues, mais en tant que kinésithérapeute, et je sais que les sages-femmes et les gynécos, quand ils ont l'occasion de rencontrer ces femmes à chaque visite, ils jouent aussi aux psychologues. Mais nous, kinés, nous faisons encore un peu plus. On est là avec elles. Et maintenant, lorsque la sage-femme ou le gynéco, et des fois certaines femmes insistent que nous venions le jour de l'accouchement, on dirige mieux, histoire d'accompagner le gynécologue à avoir et la maman en bon état et le bébé en très bon état. On sait quand est-ce qu'on va dire à la femme, la sage-femme a dit de pousser, on y va. Rappelez-vous de tels exercices qu'on a fait, allez-y. Et on les accompagne, ce qui fait que l'accouchement se passe très bien. Et tout le monde est soulagé. Donc voilà un peu ce que nous, kinésithérapeutes, nous faisons. Il y a tout un protocole de préparation à l'accouchement. La sage-femme le connaît aussi. Et on l'applique aux femmes. Seulement qu'il y a toujours des mythes. Et on aurait voulu que plus de femmes préparent leur accouchement en prenant soin de leur corps avec des personnes bien équipés et spécialisés. Oui, c'est important. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait un suivi 6 heures quand même. C'est beaucoup, 6 heures après un accouchement pour s'assurer que tout est normal. Qu'est-ce que vous contrôlez autant en 6 heures? On a fini d'accoucher, on se lève de la table. On passe à fini d'accoucher, c'est encore notre processus. Vous savez que il y a des femmes qui rentrent à la maison 24 heures après et commencent par saigner. C'est pourquoi on parle d'hémorragie, de postpartum, parce que il y a des femmes, même 3 jours, 1 semaine après, peuvent commencer par saigner. Donc, on surveille. Est-ce qu'il y a des lésions? Déjà, juste après l'accouchement, il faut regarder les vulves, le vagin. Est-ce qu'il y a de lésions, de déchirures? Il faut aller jusqu'au niveau du col, voir s'il y a de déchirures cervicales et tout. Et s'il y a de lésions, on essaye de tout arranger. Maintenant, s'il y a une rétention placentaire, il faut débarrasser l'utérus de tout ça là, parce que même s'il y a un bout, c'est des infections. C'est déjà le saignement. La femme va saigner. L'utérus doit être complètement vide. Sinon, la femme risque de saigner. Donc, il faut surveiller. La femme doit masser l'utérus pour que l'utérus reprenne vite sa forme. L'utérus ne va pas reprendre la forme le jour là, mais au moins permettre à l'utérus de se contracter pour ne pas saigner. Et il faut surveiller aussi. La femme, je dis souvent, c'est un long voyage accoucher. Et quand le marathon ou bien et quand tu reviens d'un voyage, il faut te reposer. On permet à la femme de rester là, de se reposer, de passer du temps avec l'enfant. Systématiquement, quand l'enfant sort, l'enfant va bien. Ce qui est recommandé, c'est de mettre le sein dans la bouche du bébé avant même d'aller lui faire les soins au bébé. L'enfant doit téter. Oui. Avant même les soins. Avant même les soins. Parce que les femmes ont tendance à jeter le colostrum, le lait qui a la couleur jaune là. Or, c'est rempli d'anticorps. C'est ça qui va protéger le bébé durant les 3 premiers mois. Donc, il faut donner ça au bébé et permettre un contact avec la maman. La maman doit voir son enfant. Et il faut mettre l'enfant, après ça, mettre l'enfant peau à peau avec la maman. D'accord. Pour permettre, comment appelle-t-on, une connexion avec les deux. Et
Des fois, même quand on réanime l'enfant, ça ne marche pas. Quand on met l'enfant sur le ventre de sa maman, ça marche. Et comme elle a dit tout à l'heure, j'étais étonnée la dernière fois quand, avec mon équipe, un coach, un psychologue, une sage-femme, un gynéco, on a initié les cours de préparation à l'accouchement. Parce que moi, en tant que sage-femme, aujourd'hui, je ne vais plus trop en salle d'accouchement parce que je me dis, si on reste là-bas, on ne sort pas pour éduquer les femmes d'une autre manière, on va toujours s'énerver, comme elle a dit tout à l'heure. Parce que la femme, elle ne comprend rien. Elle vient pour quelque chose dont elle n'a pas été éduquée. Ça sera difficile avec la douleur. Vous voyez, deux choses très très difficiles. Comment elle va s'en sortir? Donc, je me suis dit, vaut mieux sortir de la salle d'accouchement, éduquer, sensibiliser les femmes, faire des séances. Et là, ça va permettre à toutes les sages-femmes d'en bénéficier. Et là, on va réduire considérablement les décès maternels. Parce que quand tu maîtrises quelque chose, on est bien outillé, on est bien armé et on passe rapidement le jeu olympique. Donc, quand on a initié les cours de préparation à l'accouchement, on a vu seulement 2 ou 3 femmes. Moi, j'étais étonnée. Je me dis, venez, parce que il faut qu'on se dise la vérité. Quand la sage-femme, elle est dans sa maternité, elle seule, à recevoir 20 femmes, les premières bénéficient de toutes les bonnes informations. Mais à partir de midi, où elle est fatiguée, elle a faim, elle est acculée, elle a déjà géré planification par-ci, problème de couple par-là, ado par-ci, accouchement par-là. À un moment donné, elle sera fatiguée, même si elle a la volonté de vous donner tout ce qu'elle a. À un moment donné, elle sera fâchée, elle va mal faire son travail. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et on traite pas mal les sages-femmes. Et il faut aussi dire, la sage-femme aussi, à part, avant d'être sage-femme, c'est une personne. Elle a probablement eu des soucis avant de venir, mais normalement, elle ne devait pas exposer ses soucis. Elle doit travailler. Oui, elle doit être professionnelle. Mais si, à un moment donné, elle se sent fatiguée, le rendement, comment dire, elle ne va pas bien rendre, le travail ne va pas bien travailler. C'est pour ça que vous ne travaillez pas 7 jours sur 7, vous avez des pauses, donc elle se doit d'être toujours... Au Bénin encore, il y a des centres de santé où c'est la sage-femme seule qui gère. Bon. 7 jours sur 7. Bien vrai, le gouvernement, je passe par ce canal pour le remercier parce qu'il y a eu beaucoup de recrutement et ils sont en train de faire des efforts pour recruter, mais ça n'a pas encore changé, il faut beaucoup faire encore. Donc, par cette émission, je pense que les femmes doivent sortir, participer à ces cours de préparation d'accouchement et apprendre et éviter de recopier les erreurs. Il faut aussi dire que au temps de nos parents, il n'y avait pas eu autant de d'évolution scientifique et tout. C'est pas ce que nos parents mangeaient qu'on mange aujourd'hui. C'est pas l'air pur que nos parents respiraient avant qu'on respire encore aujourd'hui. Les choses ont changé. Donc si nous-mêmes on ne change pas le comportement et on évolue avec le changement, on risque d'être en déphasage avec les choses. Voilà, ce préalable il était important pour comprendre l'après-accouchement, qui est d'ailleurs notre sujet du jour. Alors, on va démarrer avec l'après-accouchement. Quelles sont ces modifications qui interviennent sur le corps de la femme après un accouchement? On va commencer avec vous, Madame Adamado. D'accord, merci beaucoup. La première modification, c'est l'œdème qui reste. En fait, le corps qui est... il faut que j'utilise des mots simples. Oui, parce que quand on dit œdème, beaucoup de personnes... Le corps est gros. On a l'impression que la femme, elle est bouffie. C'est pas qu'elle est grosse, elle est bouffie. Enfin, on dit ça. Elle est bouffie. Mais à part ça, on a le ventre qui reste. C'est ça, j'ai jamais compris. Pourquoi le ventre doit toujours demeurer gros après un accouchement? Mais l'utérus reste dedans. L'utérus s'est développé, le ventre reste. Le ventre a pris la forme là pendant 9 mois. C'est normal que ça reste, ça ne part pas du jour au lendemain parce que c'est progressivement que ça va. Ce que vous oubliez, c'est que quoi? On a l'impression que c'est seulement le tissu qui forme le ventre et le bébé qui vient dedans et qui grossit. On oublie les autres tissus à l'intérieur. La graisse, les muscles et tout ça là, qui se sont distendus, qui ont pris une certaine forme pendant 9 mois et en 1 heure ou 6 heures, vous voulez que ça revienne plat.
C'est l'impatience. En fait, quand ça sort là, on doit retrouver notre femme d'avant. C'est psychologiquement comme ça dans la tête de beaucoup de femmes. Donc, il faudrait expliquer que voilà, faudrait mieux expliquer. 9 mois, on a pris 9 mois pour voir le bébé se développer. Donc, il faut attendre aussi. Tout au moins 9 mois pour voir aussi le ventre. Non, pas 9 mois. Non, tout au moins facile. Ça peut être moins, mais pour certaines, par contre, ça va à 1 an, des fois. Donc, après le ventre qui grossit et qui ne part pas tout de suite, on a le périnée. Le périnée, c'est les muscles qu'on a au niveau de l'orifice vaginal, les muscles qui maintiennent tout ce qu'on a comme organe à l'intérieur. C'est ce muscle-là qui subit plus de dommages parce qu'il s'élargit pour laisser passer le bébé. Et des fois, on va spontanément le rompre, le déchirer ou provoquer cette déchirure pour permettre à la tête de l'enfant de passer. Donc voilà toutes les modifications qu'on observe chez la femme après l'accouchement, sans parler de la tension qui monte et autres. Et c'est ce que nous, kinésithérapeutes, nous essayons de prendre en charge avec les femmes. Je vais faire un petit point. Un corps ou un objet qui a pris 9 mois pour être déformé, c'est pas en 1 mois qu'il va reprendre sa forme. Donc, si les femmes veulent se retrouver en très bonne forme, j'insiste encore sur la préparation à l'accouchement. Il faut déjà commencer à solliciter ces muscles-là au cours de la grossesse. Moi, je suis kinésithérapeute. Par le passé, quand j'ai fait ma formation, on nous disait il y a certains exercices qu'il ne faut pas faire à la femme quand elle est enceinte. Aujourd'hui, maintenant, 15 ans après mon diplôme, les choses ont changé. La femme enceinte doit travailler ses muscles, même ses abdominaux, parce qu'elle en a besoin pour pousser. Et si elle apprend à travailler ses abdominaux durant la grossesse, vous êtes d'accord avec moi que après la grossesse, la peau sera ferme, les muscles seront fermes, même si ce n'est pas plat, c'est ferme. Et on continue de les solliciter et rapidement, elle retrouve sa forme. Ainsi que le périnée. Certaines femmes ont des difficultés, c'est physiologique, c'est pas leur faute. Les muscles du périnée sont très contractés et ne se détendent pas, alors qu'il faut que ça se détende pour permettre à l'enfant de passer. Donc, on amène déjà la femme au cours de la grossesse à être consciente de son périnée, à pouvoir le contracter et le relâcher totalement. Et ça va l'aider aussi à toujours être optimum pendant les rapports sexuels au cours de la grossesse et retrouver son état de femme accompli, épanoui après cette grossesse. Ce qui accélère en fait le retour à la forme initiale d'avant la grossesse. Quand on fait les choses en amont, bien plus tôt. D'accord. Bien plus tôt. Voilà ce que je peux dire. Alors, pourquoi la femme saigne-t-elle après la délivrance? Enfin, après l'accouchement, si vous préférez. Avant que je ne réponde à cette question, tout à l'heure, elle a parlé des modifications. Il faut ajouter que la femme, elle prend, pendant toute la grossesse, elle prend 10 à 12 kilos. Tout au long de la grossesse. 10 kilos, vous imaginez. Voilà, et si rien n'est fait... Si rien n'est fait, elle va garder les 10 kilos là, tomber enceinte. C'est facile de les prendre. Encore prendre 10 kilos et bonjour, l'obésité. Moi, j'ai jamais été mince, mais je me contrôle. Je me pèse tout le temps, je me contrôle, je vais faire le sport, je contrôle mon alimentation. Bon, je retourne à votre question. Et il faut parler, quand on parle d'hémorragie de délivrance, hémorragie du postpartum, pourquoi la femme saigne, il y a 3 choses. Dans notre terme, on parle d'atonie utérine. L'utérus ne se contracte pas. Ça peut faire saigner. Quand il y a rétention placentaire, comme je l'avais dit tout à l'heure, quand il reste de débris placentaire dans l'utérus, elle va saigner. Quand il y a de lésions, déchirure du corps, déchirure du vagin, la femme va saigner. Donc, c'est les 3 causes d'hémorragie du postpartum. Toutes les femmes ne saignent pas après un accouchement? Non, toutes les femmes ne saignent pas. Ah bon? Non. Il y a une quantité de sang qui sort physiologiquement, ça c'est au cours de l'accouchement. Ok.
Si les idées reçues, c'est que toutes les femmes doivent saigner après. Non, toutes les femmes ne saignent pas. Un saignement qui dure sur 2 semaines, est-ce qu'il paraît enfin? Non, après, quand on parle d'hémorragie, c'est que le sang qui sort après l'accouchement dépasse 500 cc, 500 millilitres. Déjà, et quand la femme finit par accoucher, nous, sages-femmes, on quantifie, on comprend déjà que elle saigne. Et il faut commencer par faire la révision utérine, voir s'il n'y a pas de lésion et masser l'utérus pour qu'il n'y ait pas atonie utérine. Maintenant, après l'accouchement, nous appelons les lochis. Il faut que la femme saigne pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et ça, c'est pas un saignement après l'accouchement. C'est physiologique, c'est normal. Ça, toutes les femmes l'ont. Toutes les femmes font. Normal. Okay. Voilà. Et peu de temps, quelques semaines plus tard, ça c'est personnel aussi, c'est unique. Quelques semaines après, elle arrête de saigner. Mais dans la culture, on demande à la femme de porter les couches, les garnitures. Et c'est fait d'un paille. Bien gros. Elle doit porter parce que on dit Jonta bien autour. Il faut surtout éviter ce genre-là qui doit entrer. Et je me rappelle quand j'ai porté le pain là, j'ai même pas pu marcher le jour. J'ai regardé de gauche à droite, il n'y avait plus personne. J'ai enlevé simplement, j'ai porté ma serviette hygiénique. Et j'étais redevenue. En tout cas, personne ne savait. Donc, s'il y avait des conséquences, c'est que c'est moi, je suis avec moi seule. Donc, on doit aller. Donc, les lochis là. La femme saigne pendant quelques jours et puis après, c'est fini. Et quelques mois plus tard, et à partir de quelques semaines, une fois, quelques mois, la femme va retrouver ses menstrues et le cycle menstruel va reprendre. Voilà. D'accord. Alors, question importante, comment faire maintenant sa toilette après l'accouchement? C'est ça le nœud de notre thématique du jour. On commence par là, justement. Comment faire sa toilette? Sage-femme, je pense qu'on va créer un savon spécial pour les femmes. On va initier une technique spéciale, un certain doigté pour le mettre. En fait, c'est juste pour vous dire. Il n'y a pas de méthode standard, en fait. D'accord. On vient d'accoucher. Il faut être propre. Il faut être propre, tout simplement. Et pour être propre, juste le lavage à l'eau simple. Si le gynéco ou la sage-femme vous dit allez avec le Citéal ou allez avec tel produit, n'utilisez que ça. Mais pas enfoncer le doigt, envoyer le produit là-bas, bien nettoyer. Non, on est en train de se rendre malade encore. Je demande souvent aux femmes, quand nous on n'a pas mangé à l'intérieur, c'est votre corps et c'est un enfant qui est sorti de là. Et vous voulez nettoyer, tellement nettoyer pour que ce soit propre. On ne veut pas manger à l'intérieur. Ah si. Ah d'accord. Oui, ok, d'accord, je comprends. Oui, comme ça, d'accord. Même si on veut manger de cette façon, c'est propre pour ce genre de repas qu'on veut prendre. Mais toilette intime où il faut le siège chaud, mettre le doigt et tout. Sincèrement, on est en train de gâter la structure. La flore vaginale. Ce qui n'est pas ça bien. Qui crée les infections. C'est pas bien. Et les sièges chauds, non. Parce bon, je pourrais agir ou bien réagir comme quelqu'un malveillante et dire, chère femme, continuez avec l'eau chaude après l'accouchement. Mais ça va nous faire plus de travail parce qu'il y aura le prolapsus. Il y aura... Le prolapsus, on l'explique, c'est la sortie d'organes. Excusez-nous, il y aura la descente des organes. L'orifice vaginal, là, les muscles qui sont là ne vont jamais revenir serrés. Et facilement, elles vont faire du vent par là. L'urine va facilement sortir. Nous, on aura bien beaucoup plus de travail. Mais on ne veut pas ça. Juste parce qu'on a le souci du bien-être de notre sœur, de l'humain, sa santé, son bien-être. Et c'est pour ça on dit le siège chaud pour les toilettes. Non. Enfoncer le doigt ou utiliser une potion magique, formol ou bien à l'homme et autres, non. Non, mais je suis étonnée ici. Oui, le formol. Le formol. Qu'est-ce que le formol fait? Oui.
Elles achètent à où? Voilà encore une autre question. Les femmes sont extraordinaires dans astuces serrées. Les jeunes filles aussi, les utilisent secrets pour fermer là. Les jeunes filles qui n'ont même pas eu d'enfants et qui ont eu une vie légère, l'utilisent pour resserrer et pour faire leur bain et autres, parfumer l'intérieur et tout ça. On n'a pas besoin. En fait, chaque femme, elle a dit plusieurs fois, nous sommes uniques. Chaque femme avec son odeur. Mais lorsque ça commence à être désagréable, on sait qu'il y a une infection et autres. Ça ne veut pas dire que la femme est sale. C'est qu'il y a une infection, il y a un corps étranger. Ce corps étranger-là, c'est la saleté de vos doigts. Les ongles. C'est la composition des gels ou bien des crèmes parfumées, des crèmes qui vont resserrer, qu'on utilise. Mais chaque femme a son odeur. Et il faut que nous nous acceptions tels que nous sommes. La seule chose à faire pour la toilette, de l'eau. Du cithéal, du saforel. Si la sage-femme ou le gynécologue l'ont prescrit. Encore que ces médicaments, l'utilisation, ça ne dépasse pas 5 jours. Vous voyez, et puis, des fois, on ne leur dit pas. Mais comme la sœur ou la copine qui est plus comment est-ce qu'on appelle, plus pop, plus intéressante dit, ah, il faut utiliser Saforel, moi je l'ai utilisé, alors que ton gynécologue ne te l'a pas dit. Tu commences à l'utiliser, tu commences à avoir des irritations, et tu commences à avoir des picotements. Donc non, de l'eau simplement. Et tu fais correctement ta toilette. Les vulves, l'ouverture là, mais ton doigt ne va pas. Et tu mets assez d'eau, et c'est fini, et pas encore de l'eau chaude. Parce que on peut encore accepter l'eau tiède. Oui, l'eau tiède. L'eau chaude, c'est que tu es en train de préparer. Je vais parler en fond. Je vais parler en fond. Ado, yonto et dawe. Excusez-nous, hein. En fait, tu es en train de préparer. Excusez-moi, mais vous êtes en train de préparer l'eau chaude pour la toilette. La peau qui est déjà très fragile. D'accord. Alors, nous allons faire une petite pause pour installer Andrea Bashumba, puisqu'elle est également invitée sur ce plateau, le second. Andrea Bashumba, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonne arrivée. Merci, je salue le plateau. Le plateau vous salue. Alors, vous avez les téléspectateurs également. Et ils vous répondent, ils vous répondent par ma voix. Merci. Alors, vous avez certainement une belle fille au moins. Oui. Qui a accouché? Pas une belle fille, j'ai ma fille qui a accouché. À votre propre fille. Oui, donc vous la lavez? En fait, elle a subi des étapes de bain, mais pas moi-même. Ah, pas vous-même? C'est pas moi qui l'ai. D'accord. Mais vous surveillez ça tout au moins? Oui. Ou bien elle est loin de vous? Oui. Ah, ok. Si elle est loin, vous ne pouvez pas vous en occuper. Je crois que sa belle-mère ou sa belle-sœur. Ok, s'en occupe. Voilà. D'accord. Jusqu'elle a même fini déjà. Ah bon, on ne dit pas ça en Afrique. Jusqu'elle a déjà fait un stop d'abord. Ah, d'accord. Ok. Bon, comment ça s'est passé les soins après la grossesse? Elle a subi la dure épreuve fatidique de l'eau chaude. Oui, c'est ça qui nous, en notre temps, c'était ça. C'est vrai que en son temps, moi, je n'avais pas fait mon premier geste, je ne l'avais pas fait au Bénin. Ok. C'était à l'extérieur, mais quand on nous a appris déjà à faire ça à la maison, avant de partir, tout ça là. Donc moi-même, j'ai pris cette charge-là à l'hôpital. C'est vrai que j'ai fait une délivrance saine. Mais quand moi-même je suis venue à la maison, j'ai commencé par me masser les parties. C'est vrai que vous aviez une forme, vous avez une apparence qui a attiré votre partenaire. Il faut pouvoir garder cette apparence-là. Absolument. Donc, c'est vrai que quand on est en prise avec la naissance d'un nouveau-né, il y a beaucoup de tâches, mais il va falloir faire une planification et vous faire aider par votre partenaire également. S'il a conscience que vous ne devez pas perdre cette apparence-là qu'il a attirée vers vous, il est tenu aussi de vous accompagner. Voilà. Et moi, particulièrement en son temps-là, moi, je n'avais pas travaillé. Je n'avais pas travaillé parce que je bénéficiais de choses. Et mon enfant a uniquement été allaité au lait maternel. Et pendant plus de 3 mois surtout. D'accord. Ça fait que je prenais un peu plus de temps, mais quand il a fallu que je travaille,
il va falloir également que je mette un programme pour accompagner ces activités-là parce que vous devez éviter le stress. Alors que si vous devez vous occuper de la maison, de votre enfant, du service toute seule, voyez ce que vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous-même. Le drame, c'est que vous avez des invités qui viennent voir bébé et vous laissent des vaisselles sales. Oui. Et vous devez les laver encore. Donc, toute seule, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on essaie. Tout est une question de planification. Une planification d'abord qui doit être suivie, effectivement. Et il faut s'évaluer également. Voilà. Comment avez-vous tonifié votre corps? Puisqu'on en est là. Eh oui, tonifier son corps, il y a l'alimentation. Parce que vous aviez... vous devez remplacer tout ce qui est sorti de vous. Vous devez chercher à bien vous alimenter pour pouvoir alimenter le bébé également. Vous alimentez bien, vous alimentez pour pouvoir nourrir également le bébé. Et vous devez faire un peu de massage pour garder la forme. D'autres disent que le sein doit tomber. Vous êtes maman, donc nécessairement, vous devez perdre quelque chose. C'est un sacrifice. Donc, vous devez donner à téter à votre enfant. Et c'est vrai qu'en lui donnant à téter, ça va peut-être agir sur votre poitrine qui va descendre forcément. Qui va descendre forcément. On ne peut pas vouloir de quelque chose de son contraire. Absolument. En même temps. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut s'entretenir, il faut peut-être intégrer un peu de sport. Et c'est vrai que les va-et-vient que nous faisons aussi sont des activités sportives que vous menez, mais pouvoir faire en sorte de maintenir votre santé, votre équilibre mental, physique, spirituel et tout. Donc, accompagner également de la prière si vous êtes croyante. Et la femme vertueuse doit également aimer la prière, parce que sans Dieu, il n'y a rien aussi. Voilà. Pour son corps, moi, pour les toilettes intimes, là, moi, j'ai utilisé de l'eau chaude, c'est vrai, mais pas trop. Pas trop d'eau chaude. Et très tôt, j'ai compris qu'il ne fallait pas utiliser de savon pour sa toilette intime. Et là, ma maman me l'avait appris parce que j'avais également des parents de sage-femme, tout ça là, qui nous apprenaient très tôt qu'il ne fallait pas prendre un corps étranger, introduire un corps étranger dans votre partie intime. Ça fait que très tôt, moi, je ne me suis pas habituée à un savon, à quoi que ce soit. Je n'en fais pas usage jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça ne m'a pas donné un goût arrière ou quoi que ce soit. Permettez de le dire. Donc, je n'ai rien utilisé par rapport à... J'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai entendu parler de formol, de ceci ou de cela. Vraiment, moi, je suis chagrinée parce que cette partie-là ne doit pas avoir d'autres corps étrangers. Donc, la propreté, bien sûr. Mais ce n'est pas que par ces petits soins de savon et tout ça qu'il faut garder la partie intime propre. Non. Elle est d'abord... intérieurement, la nature vous a déjà protégé. Et vous ne devez pas... il y a la flore vaginale qu'il ne faut pas détruire. Voilà. Le vagin se lave tout seul. Voilà, il se lave tout seul parce que déjà la nature a préparé ça comme ça. Bon, on dit ça depuis des années, mais nos femmes font autre chose dans notre tête. Hein. Bon, est-ce qu'on peut en vouloir à une femme? Chacun prend soin de son corps. Chaque femme a son secret. Et garder son corps, faire ceci, faire cela. Mais moi, vraiment... Pour cette partie-là, d'ailleurs, quand on parle, avec tous les produits que les gens prennent, pour moi, regardez, je ne me charge pas. Je ne me charge pas. Moi, je pense que c'est se charger. Très tôt, j'ai compris qu'il ne faut pas passer d'autres poids. Vous savez ce que moi j'utilise? Le beurre de karité. Simplement. Ah oui, le beurre de karité, je ne m'en passe pas. Donc, il y a également l'huile, nous on appelle ça toto. J'utilise ça aussi. Donc, je ne me charge pas le corps. Non, jeune fille, on vous dira que ça noircit. Ça noircit. Parce que moi, là, regardez. Bon, c'est vrai que chacun, c'est ça que je disais. C'est relatif, le goût est relatif. Absolument. Et est-ce que j'ai besoin de faire toutes ces choses-là pour que c'est pour qui je veux faire ça? Il y a d'abord mon corps qui m'est cher. Je m'entretiens, j'entretiens mon corps.
pour d'abord ma personne, ma bonne santé, mon épanouissement individuel, personnel, avant que cela ne plaise à quelqu'un. Comprenez? Donc, et si c'est ça qui a plu à quelqu'un qui m'a... Donc, que ça soit comme ça, garder tout frais là aussi comme ça. Mais sachons qu'avec l'âge, il y a des rides, il y a la transformation du corps. On est obligé d'accepter et puis d'accompagner cela. D'accord. Voilà un peu. Dans la prise de soin, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver son corps, la hantise de nombre de femmes, c'est que l'appareil génital retrouve sa forme d'antan après toute la dilatation induite à cause de l'accouchement justement. Comment revenir pas à l'état vierge, mais à l'état avant. À l'état avant. Peut-être que c'est pour tout cela qu'elles mettent tout ce que nous avons déconseillé ou bien tout ce dont on a parlé là. En fait, c'est ça le focus. Il faudrait que mon mari ne sente pas qu'il y a une dilatation. Il faudrait que ça se resserre concrètement pour qu'il ressente toujours le plaisir qu'il vient chercher quand on a cette intimité. Déjà, maman a abordé 2 points qui sont vraiment très très importants. Et vu que le débat était vraiment lourd, moi j'ai oublié. Mais quand je sensibilise, je dis toujours, dans le couple, on vit à 2. On s'entraide, on communique, on prie. Et c'est le 2e point. Il faut s'aider, il faut se comprendre, il faut communiquer, il faut prier ensemble. Donc, à force de le faire, vous aurez une bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle. Donc, pour revenir à votre question, déjà, tout à l'heure, on a dit, le vagin se lave tout seul. De la même manière, vous imaginez, quand on parle de 10 cm, il faut mesurer la tête du bébé. Le vagin, le col de l'utérus s'ouvre jusqu'à 10 cm et la tête du bébé sort à travers la filière génitale. Et après, même si rien n'est fait, le vagin retrouve sa forme initiale. Ah bon? Oui, parce que des semaines plus tard, je vous ai dit que c'est un processus. Même l'accouchement. Normalement, vous savez qu'un accouchement naturel, la femme n'a pas besoin d'une personne pour l'assister. La femme n'a pas besoin d'une sage-femme. Dieu, il est tellement bon, il est tellement organisé que l'accouchement, ça se passe, quand c'est naturel, ça se passe normalement. Le bébé sait ce qu'il doit faire, le vagin, tout s'ouvre et le bébé peut sortir jusqu'à... On viendra juste le récupérer. De la même manière, l'autre processus après l'accouchement, il y a encore un autre processus qui commence au niveau du vagin, qui retrouve sa forme initiale après l'accouchement. Donc, quand on utilise de l'eau chaude ou pas, le vagin, c'était déjà programmé pour que le vagin retrouve sa forme initiale. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont accouché 1, 2 fois, 3 fois, mais continuent toujours d'avoir des relations sexuelles avec leur partenaire. Maintenant, j'ai abordé la communication dans le couple parce que, par exemple, dans le couple, si monsieur, après l'accouchement, sent que, quand j'ai des rapports sexuels avec ma conjointe, ma femme maintenant, il y a un problème, il y a, je n'arrive plus à jouir, c'est plus large et tout. Il faut discuter avec la femme, lui en parler. Et là, vous allez voir les spécialistes. Il y a des astuces. On va vous donner, vous allez utiliser des produits et ça va resserrer. Et ces produits qu'on utilise pour resserrer le vagin, on ne les utilise pas sur longue durée. Et quand ce n'est pas expliqué, vous allez en abuser et bonjour les conséquences. Donc, physiologiquement, quand l'enfant sort, il y a encore un autre processus pour ramener l'organisme à l'état initial. Voilà. Et c'est là que vous intervenez. Et c'est là que j'interviens. Avant de nous laisser, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Il faut être propre. Et quand on parle de propreté, que ce soit vestimentaire, aliment, de son corps, de son organisme, tout, il faut bien manger. Et comme elle a dit, plutôt, nous ne sommes pas nutritionnistes, mais on a des prérequis. Et normalement, on nous a éduqués à prendre les fruits avant le repas. Mais normalement, les fruits doivent être... il faut manger les fruits avant de prendre un repas consistant. Boire de l'eau suffisamment. Marcher. C'est très très important d'apprendre à marcher. Et moi, je conseille à mes patients, marcher en couple. Pourquoi pas?
c'est normalement ce qui doit être fait. Vous marchez en couple, c'est le moment de discuter à deux et vous faites du bien physiquement, spirituellement et l'amour, c'est ça. Il faut trouver du temps. Le matin, monsieur se lève, il va au boulot, ainsi de suite. Et si vous n'avez pas 30 minutes à passer ensemble, vous allez devenir des conjoints qui se retrouvent au moment où ils veulent faire des rapports sexuels. Ils veulent avoir des rapports sexuels. Où on se voit juste pendant la nuit, pendant les quelques minutes là. Bon, il est dit qu'une femme qui est accouchée, on la laisse tranquille pendant au moins 3 mois pour qu'elle se retrouve. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, la grossesse n'a jamais été une maladie. L'accouchement non plus. Donc, quand je finis d'accoucher, c'est physiologique, le désir sexuel va revenir. Et je dois satisfaire mon mari. Mais est-ce qu'on peut le faire aussitôt, vu que ça peut générer Ça des dépend, c'est infections. personnel. Si il y a des infections, il y a le préservatif, si vous voyez que vous ne pouvez pas, comment on appelle ça, il y a encore le sang qui coule et tout. Et pas plus tard qu'hier, on avait fait une émission aussi sur est-ce possible d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui est en couche. Donc, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, L'esprit, si, ça, normalement, quand la femme sait, il faut la laisser finir le saignement. Et quand c'est fini, vous pouvez aller. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de contre-indication à ça. D'accord. Vous avez la parole, Madame Adamando. Merci beaucoup. Comment on entretient pour devenir une bonne femme à la maison? Oui. Je pense d'abord que tout ce que nos femmes, nos sœurs, nos mamans et autres utilisent, c'est parce qu'elles sont en crise d'identité. Elles ne s'acceptent pas. Déjà, elles ne se connaissent pas, elles ne s'acceptent pas. Et leur époux les aide à ne pas s'accepter non plus. À les comparer avec les ex ou à les comparer avec leurs sœurs, ça ne marche pas. Avec les BBL de télé. Les BBL. C'est la mode du moment. Ce qui fait que la femme, elle se sent déjà diminuée. Elle passe par tous les moyens pour être toujours flashy pour son homme et elle accepte tout ce qui vient par là pour répondre de façon optimum aux besoins de son monsieur. Et nous, on déconseille tout ce qu'on a dit auparavant et on aide la femme à travailler ce muscle-là, parce que c'est un muscle. La sage-femme disait tout à l'heure que les gynécos et certaines sages-femmes proposent certains produits pour resserrer. Ok, mais c'est un muscle. Le ventre, on a beau passer, j'entends aujourd'hui une crème amincissante qui chauffe, il faut mettre, excusez-moi, des cristaux de menthe avec du gingembre, ça va chauffer, ça va brûler les graisses. Le muscle ne revient à sa forme qu'avec le temps et par sollicitation. Il faut le travailler tel qu'on travaille les abdominaux. Il faut travailler tel qu'on travaille les muscles pour remonter un tout petit peu le sein. Il faut travailler le muscle du périnée pour mieux le galber, pour mieux lui donner sa forme et sa force. Et pour ça, la femme est obligée d'en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, nous venons lui montrer, lui dire, lui indiquer là où se trouve ce muscle, en quoi il consiste, c'est quoi ses rôles. Et maintenant, on insiste le plus sur la valeur ou la qualité du rapport sexuel que ce muscle-là permet d'avoir lorsqu'il est bien travaillé, bien entretenu. Et à ce moment, on les amène à le contracter, à le travailler. Parce que ce soit au cours de la grossesse, que ce soit au cours de la transformation, du changement de poids, que ce soit par les rapports sexuels passés, ce muscle-là a subi des dérangements. C'est comme un élastique qu'on achète au marché ou un chouchou. Aujourd'hui, vous avez une mèche, tout simple, un tissage. Mais quelques jours, vous faites de grosses tresses comme ma consoeur et vous utilisez le même chouchou. Il se dilate et il ne peut pas revenir à sa forme normale. Donc, c'est la même chose pour le muscle du périnée. Donc, on amène les femmes à en être conscientes et à les solliciter. Mis à part ça, on les éduque. Ma soeur a parlé tout à l'heure de l'alimentation. La femme doit éviter tout ce qui va la constiper. Elle doit boire beaucoup d'eau pour pouvoir faciliter le transit. Mis à part ça, on a les réflexes de tout, d'éternuement. On apprend à la femme à tousser. On voit des femmes tousser et laisser le ventre comme ça. Non, c'est
expirer la toux, c'est faire sortir de l'air. Donc on les amène à contracter leur périnée et à rentrer le ventre. On demande à la femme d'éviter toute pression vers le bas. Quand la femme va aux toilettes pour ses besoins, il y a une certaine façon de s'asseoir, une certaine façon de souffler pour faire passer tout simplement. En fait, il y a tellement de conseils et d'éducation que nous faisons avec les femmes pour qu'elles retrouvent d'abord confiance en elles et pour qu'elles retrouvent de façon optimum la forme idéale et la force idéale pour leur muscle du périnée afin de pouvoir s'épanouir sexuellement avec leur mari. Alors, vous avez parlé des cristaux de menthe, ça c'est peut-être pour les plus modernes, mais du temps de nos mères, on attache le ventre, c'est presque un corset. Pour revenir à attacher le ventre, je puis vous dire que surtout les femmes qui accouchent par césarienne, par le passé, on disait il ne faut pas attacher. Mais ce matin, j'ai été moi-même le témoin. C'est pas que c'était sur une autre femme, mais c'est sur moi-même. Pendant ma grossesse, déjà je suis assez corpulente, mon ventre était très gros. Et on avait la peau qui pendait légèrement vers le bas. Donc, la gynéco m'a tout de suite dit, mais une gaine de grossesse. Donc, j'avais une gaine de grossesse. Et je travaillais mes abdominaux. Et j'ai accouché par césarienne. Je puis vous dire, le premier lever après césarienne, c'était compliqué pour moi. Parce que le ventre me traînait vers le bas. Pour pouvoir faire les 2 premiers pas, j'étais obligée de tenir mon ventre par le bas. Pour que le ventre qui pendait vers le bas n'irrite pas la plaie et puisse me permettre de marcher. Une fois que j'ai fait les 5 premiers pas, j'ai demandé à ma soeur, donne-moi un pagne. Et parce que je sais comment solliciter les abdominaux, je sais là où se trouve le trait comment ça s'appelle, l'ouverture par rapport à la césarienne, je sais comment placer le pagne pour attacher mon ventre malgré la césarienne pour pouvoir marcher. Pour vous dire, oui, on attache le ventre, même avec la césarienne. Mais on ne le fait pas avec sa belle-mère à la maison. On ne le fait pas avec sa copine à la maison. On vient auprès de la sage-femme ou on vient vers un kiné qui sait le faire. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, qui viennent avec le docteur Agossou, que je salue affectueusement, mais qui demandent comment est-ce que je peux faire. J'ai un gros ventre, j'ai accouché, mais c'est comme si j'ai encore 6 mois de grossesse. Comment je fais? C'est pas césarienne. Je dis, madame, n'ayez pas peur. On peut attacher. Je vous montre comment le faire. Et si vous voulez, vous revenez tout le temps et je vous le fais. Ou soit, venez avec votre mère ou votre belle-mère, je l'apprends. Donc oui, maman, vous l'avez fait par le passé et c'était un très bon réflexe que vous avez. Donc c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir la façon dont il faut le faire. Et gainer. Parce qu'en fait, ça aide la femme à limiter tout ce qu'elle rentre dans son ventre. Ça l'aide à garder les muscles contractés, ce qui accélère la remise en forme. Et ça lui donne une certaine confiance en elle. Imaginez une femme, on attache son ventre, elle n'est plus obligée de porter le gros boubou, mais elle peut mettre une tenue légèrement ample. Elle se sent beaucoup plus désirable. Mais quand on lui dit non, laisse comme ça traîne. Ça va faire 1 an avec le gros ventre. Et on en a des femmes qui ont 1 an, 2 ans après l'accouchement, qui ont toujours leur gros ventre. Ça comme si elles étaient à 6 mois. Ça ne finit jamais plus. Il y en a certaines, on est obligé de travailler ça avant que ça ne parte. Et pour travailler, on les ramène au port de gaine. Et on leur apprend maintenant à porter la gaine. Parce qu'on ne peut plus attacher avec le pagne à ce moment-là. On va dans la méthode un peu plus sophistiquée, moderne, et on leur dit le port de gaine. Et on leur apprend encore comment garder le ventre pour mettre la gaine. Tout n'est pas fait juste comme ça. Tout est fait avec des indications, des méthodes pour avoir un bon résultat. D'accord. Voilà. Donc, même vous êtes rassurés, tout n'est pas mauvais dans votre activité. Tout n'est pas mauvais. Il faut savoir faire un choix et faire, comment je peux dire, et distinguer. Quand on vous donne une panoplie de mesures, vous devez savoir ce qui correspond à votre organisme et vous choisissez et vous accompagnez pour pouvoir, parce que le goût est relatif, je le dis toutes les fois. Voilà.
D'accord. Et puis, Oui, savoir aussi utiliser ce que toi tu as utilisé qui te convient, ne me convient surtout peut-être pas. Donc, je dois prendre ce qui correspond à mon organisme. Voilà. D'accord. Mais les gaines aussi, on dit que ça déforme. Je vais en revenir. Les gaines. C'est déconseiller le port des gaines. Bon, ça dépend des gaines qu'il faut on a dit sur longue durée. Sur longue durée. Je n'ai pas parlé de longue Voilà. durée. Et il faut notifier, sinon ils vont dire c'est une émission et c'est. Ok, la gaine, j'ai bien dit la gaine n'est pas portée chez soi à la maison. Il faut venir vers un spécialiste qui vous montre comment porter la gaine et quand porter la gaine et quand l'enlever. Voilà. Pour le petit témoignage, moi j'ai reçu une femme camerounaise qui, à 1 mois après l'accouchement, se retrouve avec un ventre comme si elle était à 5 mois de grossesse. Mais on a commencé à travailler et j'ai vu qu'elle était gênée parce qu'elle était obligée de porter ces gros boubous là. Elle était très gênée. Donc là, j'ai dit, madame, je vais vous proposer une solution. Vous allez être choquée, mais ayez confiance en moi, on va y arriver. On va porter une gaine. Et sagement, elle n'a pas dit, j'ai une gaine que je peux porter à la maison. Elle dit, j'amène, vous allez me montrer comment faire. Elle l'a amené, je lui ai montré d'abord comment son ventre doit être avant de porter. Dans quel sens le porter? Est-ce que c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Et je lui ai dit le premier jour, madame, si vous faites bien vos exercices que je vous indique ici, malgré que vous portez votre gaine, et que vous faites toujours l'exercice quand vous n'avez pas les gaines à la maison, d'ici 2 semaines, on va jeter cette gaine. Mais je vous dis, elle a été étonnée qu'après 1 semaine, 1 jour, elle puisse totalement fermer la gaine et qu'elle me dise maintenant, madame, je pense que je n'ai plus besoin de la gaine. Donc, elle ne l'a gardée que sur 1 semaine, 1 jour. Elle ne porte plus sa gaine aujourd'hui et son bébé est en train d'avoir 3 mois. Son ventre a totalement diminué. Là, maintenant, c'est juste un travail de profondeur que nous sommes en train de faire avec elle. Donc, chères mesdames, c'est vrai, nous sommes à la télé et j'ai parlé de port de gaine. Mais vous ne portez pas vos gaines sur le conseil d'une amie, de votre belle-mère ou de votre mère. Vous allez voir une spécialiste, kinésithérapeute, qui puisse être pour vous montrer comment le porter, vous dire en fonction de votre histoire de santé, histoire par rapport à votre grossesse et à votre accouchement, quand garder, le nombre de temps garder cette gaine et quels exercices faire avec le port de la gaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous voulez faire une précision ou bien c'est bon? Non, c'est bon. Quand on fait tout ça, on retrouve forcément... oui. Il y a aussi que les mères jumelles ne doivent pas attacher le ventre. Les mères jumelles. La grossesse jumelle, celle qui a fait des jumeaux, ne porte pas de gaine. C'est la culture. Voilà, la culture. Sur le plan traditionnel, c'est ça. Et donc, on dit que quand vous avez fait des jumeaux, que vous ne devez pas attacher. Donc, ça donne aussi une façon. Enfin, ce n'est pas très beau à voir toutes les fois. Bon, moi, je suis un peu curieuse. Peut-être que par innocence ou inconscience, je ne sais pas moi. Quand on le fait, ça fait quoi? Bon, vraiment, je ne savais pas. Donc, c'est ce que vous avez entendu. Moi-même, j'ai eu l'information. C'est la première fois que moi j'entends, par exemple. Ah bon? C'est la première fois que je l'entends. Donc, du coup, je n'étais pas informée. Quand tu accouches de jumeaux, Ah, d'accord. Et les femmes sont toutes bon, c'est culturel. Donc, du coup, ça va être compliqué de dire ne le faites pas. Je n'ai jamais demandé aussi pourquoi ça. C'est comme ça, on nous a dit. Donc, il faut faire comme vous avez entendu. Bon, c'est notre culture. Donc, du coup, on ne peut pas dire ne le faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses une mère ne doit pas, une mère en train de laver son enfant ne doit pas laisser tomber l'enfant. Si l'enfant tombe, c'est que l'enfant va mourir, l'enfant va décéder. C'est des choses qui se passent. C'est culturel, mais on va pas dire non. Mais dans le même temps, on va essayer de leur expliquer le pourquoi pas, le pourquoi ne plus dire ça, le pourquoi ne plus faire ça. Parce que sinon, sincèrement, chacun fait attention et ses choix selon sa tradition. Nous n'avons pas la prétention de vous dire ne faites pas ci, ne faites pas. L'objectif, c'est de sensibiliser sur certaines pratiques, sur certains gestes utiles à avoir
pour pouvoir tonifier son corps après un accouchement. Parce que, vous savez, beaucoup de femmes se retrouvent avec un corps dans lequel elles ne sont pas du tout à l'aise. Et elles imputent cela à la grossesse. Ça devient même une crise psychologique pour nombre de femmes qui ne veulent même plus avoir d'enfants parce qu'elles redoutent justement ce corps d'après la grossesse. Donc, c'est complexe, c'est juste une sensibilisation donc, pour vous aider à retrouver votre corps d'avant la grossesse. Donc, le reste, le choix, il vous revient. Voilà, donc, il y a beaucoup de couples qui se sont disloqués à cause de ça. Oui, parce que le mari aimant les skinny, la femme qui s'est retrouvée dans le corps de accouchement comme nous. Mais il faut dire que même ça, il faut toujours garder à l'esprit que quelle que soit votre forme, quel que soit ce qui a attiré votre homme vers vous, il a toujours un sourire au dehors. Donc, toujours garder ça à l'esprit. Oui, bon, on accepte ça, mais nous faire partir parce qu'on a grossi à cause de son enfant. C'est vrai que mais ce que je dis et j'explique à mes femmes, c'est qu'il faut toujours faire les choses pour se plaire soi-même. Voilà. S'accepter. Et quand c'est fait, si tu t'acceptes, les autres dehors vont t'accepter. Simplement. Mais on a oublié de dire que c'est un accompagnement à deux. C'est pas laisser à la femme et surtout que les seins vont tomber forcément quand vous avez un enfant. Donc c'est un travail psychologique qu'il faut faire sur ces femmes-là. Mais il y a d'autres femmes qui ont de tout petits seins qui ne tombent pas fort. Bon, un tout petit peu, mais c'est pas drastique comme nous autres qui avons de grosses poitrines. Enfin, je fais un tour rapide. C'est pas systématique comme nous autres qui avons de grosses poitrines. Donc, ça, il faut s'accepter. C'est embelli, la femme, c'est plus joli, il faut me zoomer. Oui, c'est ça qui fait la différence normalement entre l'homme et la femme. Donc, il faut pouvoir ça, mais ce qui est là. Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Bon, on va rajouter quelque chose puisque nous sommes en train de finir les échanges. On commence par vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Tout ce que je conseille, c'est que l'équipe, couple, mère, mari et femme doivent travailler vraiment en équipe. Parce que comme elle a dit, c'est un jeu olympique. Et si la femme se retrouve seule, elle ne va pas pouvoir y arriver. Et même si tout ce qu'on a dit, c'est pas qu'on est contre la belle famille, les mamans, les femmes qui assistent les accouchés, mais il faut faire les choses mollo mollo. Ne pas mettre en danger la vie de la femme qui a accouché à cause de la tradition. Et en dehors de ça, il faut savoir que quand la femme accouche, elle a besoin de se reposer. Il faut laisser les accouchés se reposer. Parce qu'en se reposant, elles vont vite retrouver la force et la forme. Donc, que les maris accompagnent les femmes accouchées et que même si la mère ou la belle famille vient, que ça ne soit pas pour imposer la tradition. Si la femme accepte d'utiliser l'eau chaude, elle va l'utiliser. Dans le cas contraire, il ne faut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Madame Sokemon. Voilà, oui. Madame Adamondou. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Quand vous avez une certaine corpulence, c'est bon. Vous avez une certaine forme, c'est bon. Il faut s'accepter soi-même et se rendre compte que quand on est au premier jour de la grossesse, il faut déjà penser à l'accouchement et se faire accompagner par son homme, tel que ma consoeur vient de le dire, se faire accompagner par son homme, ne pas manger tout ce qu'on désire au cours de la grossesse, faire attention à son corps durant la grossesse et se faire soutenir par des spécialistes afin de mieux vivre la période après l'accouchement. Ne pas se laisser aller dans tous les sens et préserver son bien-être. Prioriser sa propre joie, prioriser sa propre valeur, prioriser ses propres acquis et ne pas dire c'est pour mon homme, c'est pour mon enfant. Non, pensez à soi en premier et choisir ce qui est bon pour soi. Aujourd'hui, on a plusieurs spécialistes qui sont là rien que pour vous accompagner et pour vous amener à retrouver confiance en vous.
que ce soit par rapport à votre psychologie mentalement, que ce soit émotionnellement ou que ce soit physiquement. D'accord, merci. Je vais demander aux téléspectateurs de s'inscrire à mes cours de préparation. Donc, cours de préparation. Donc, chères dames, chers gynécologues, chères sages-femmes, pensez à nous, à madame et à moi, pourquoi pas, pour accompagner vos femmes à la préparation à l'accouchement. Et vous serez tous bien heureux. Cher monsieur, cher mari, inscrivez vos femmes qui sont enceintes déjà maintenant à se préparer à l'accouchement afin de les retrouver toujours aussi jeunes que vous les avez rencontrées. Et surtout, c'est pas un caprice de grossesse. C'est pas un caprice. C'est pas un caprice de grossesse, c'est quelque chose d'important. Très important. C'est très important. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment question de survie, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver madame telle que vous l'avez connue avant que bébé ne se pointe là, alors, il faut apprendre en fait, il faut le souffle pour pousser. Oui. Si vous n'avez pas le souffle, c'est impossible de pousser. Impossible. Donc, c'est pas pousser comme on est dans les toilettes. Différemment. Il y en a besoin vraiment de la force pour pousser. Ouais. Ceux qui n'ont plus par là, vous le diront. Donc, c'est capital. Il faut apprendre à pousser. Il faut apprendre. Oui, même vous avez la parole. Oui, merci pour cette parole. En fait, je ne dirai pas plus que ce que mes consoeurs ont dit. Mais je vais également ajouter que de l'eau chaude n'a jamais fait du mal. Parce que même quand on est bien portant, que ce soit homme ou femme, chacun s'entretient son organisme. Donc, qui plus est, femme, après accouchement, l'eau chaude n'a jamais fait de mal. Il faut toujours en prendre. Ça forme non seulement pour vous-même, mais ça prépare également le lait pour votre enfant. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est vrai que sur le plan moderne, il faut voir mes consoeurs là, mes astuces de grand-mère. Nous pouvons dire que l'eau tiède. Oui, l'eau chaude. Quand on parle d'eau chaude là, c'est pas l'eau chaude que vous ne pouvez pas boire. Ce que vous pouvez consommer. Pour boire, c'est très bien. Oui, mais pour pour le massage, si vous supportez la température, il faut pouvoir supporter ça, que ce soit réglé selon votre corps. Moi, je n'ai pas pris beaucoup d'eau chaude pour faire si c'est vous. C'est ça. Non, mais c'est à une température normale qui peut. En fait, ce qu'on dit, des fois, les femmes n'arrivent pas à supporter et elles sont forcées de le faire. Non. On ne vous force pas à le faire. Parce que moi, j'ai une bru. Quand elle a fait son accouchement, je ne lui ai pas. J'ai fait ce que je peux. Et elle se reposait. C'est moi qui lui faisais la lessive. Je prenais en compte son bébé et tout ça. Moi, par exemple, après mon accouchement, je me baignais avec de l'eau froide. Mais c'est peut-être au niveau de la toilette que j'utilisais de l'eau pas très chaude pour me brûler, non. Maintenant, ça là, à temps nouveau, attitude nouvelle. Donc, notre époque est passée. Mais nous allons vous conseiller de suivre ce que les jeunes femmes sont en train de dire. Maintenant, ça correspond à votre corps. Vous pouvez le faire. Oui. On n'a pas d'inconvénient à cela. Mais c'est très bien de prendre l'eau tiède le matin. Oui. C'est très bien. C'est ça que je prends tous les matins. C'est bon d'en boire. Et au temps de nos grands-mères également, il y avait de la tisane. Il y avait des choses. Donc, on savait prendre ça aussi pour pouvoir accompagner son organisme. Surtout pour la montée laiteuse. Buvez beaucoup de bouillie. Oui, vous avez bu. Ça fait partie des aliments que la femme doit consommer. Et il y a une manière, même on dit encore, et quand, m'excusez, ça accélère la montée. C'est vrai que peut-être, je dis que tout n'est pas négatif. Il y a peut-être quelque chose qui est positif dedans et que nous devons chercher à prendre et à augmenter par rapport. Parce que, et non dit vous,
Oui, ils ont bloqué Yovoa. Donc, quand vous allez vouloir dire toutes ces choses-là, on va dire que Yovoa est délai. Donc, il faut savoir accompagner ça aussi et savoir prendre ça. Merci beaucoup, Mme Andrea Bachumba. Merci, Madame aussi. Adamado. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute de prévention. Ça veut dire quoi de prévention précisément? De prévention, c'est que nous éduquons et nous accompagnons toute personne à être acteur de sa santé. Quoi faire pour éviter la répétition de certaines maladies ou quoi faire pour éviter certaines maladies. D'accord. Madame Sokemao, qui est sage-femme. Merci vraiment pour votre disponibilité. Je vais vous laisser partir. Rentrez bien, mesdames et messieurs. C'est fini pour Son Tabou. Je vais installer maintenant Ghislaine Roupé pour la prochaine rubrique. À tout de suite. Bonjour Ghislaine Roupé. Bonjour Angèle. Ça va? Ça va très bien chez vous. Entrer dans cette émission, ça va? Ça nous promet quoi déjà? Ça nous promet de belles choses. C'est une nouvelle aventure qui va démarrer pour le plaisir de nos chers téléspectateurs. Vous avez déjà un enfant? Non, Pas non. encore. Je suis célibataire sans enfant. Ah, célibataire sans enfant. Bon, en fait, c'est juste pour que vous vous apprêtez à faire suivre le cours, parce que c'est à la important, préparation de l'accouchement. Donc, quand la grossesse va survenir. Il n'y a pas de souci. Nadège, bonjour. Bonjour Angèle. Ah, vous avez suivi un peu le débat? Oui, je suis. Vous avez appris, j'espère, Nadège. J'ai beaucoup appris ce matin. Eh. Dames. Oui. Donc, quand la grossesse va intervenir, ayez les bons réflexes. Ça, c'est certain. Alors, Ghislain, on va à la découverte de quel métier aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va à la découverte de la coiffure, du métier de coiffeur. Nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, un coiffeur professionnel. Mais avant, comme je l'annonçais, mon métier c'est toute une nouvelle rubrique dans votre matinale, la cour commune, toujours pour votre plaisir. ETélé, c'est avec vous, pour vous, et donc c'est la preuve de la naissance de cette nouvelle rubrique dans votre matinale. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un coiffeur professionnel. Il est en plein cœur de Cotonou. Voilà, nous l'avons interviewé dans son showroom. Mais le plus intéressant dans cette aventure, c'est que votre envoyé spécial que je suis touche du doigt le métier. Vous allez le suivre dans cet élément. Spécialiste du soin du cheveu et de l'esthétique, le coiffeur joue un rôle très important dans la beauté. Il coupe, traite et soigne différentes natures de cheveux. Et pour cela, il doit maîtriser les techniques, sinon les différentes branches de son métier, le brushing, la coupe, la mise en pli et j'en passe. En quoi consiste ce métier et qui peut surtout les essayer, vous le saurez dans cette interview. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Veuillez vous présenter. Bon, moi on m'appelle Lokosu Yaobena. Je suis coiffeur professionnel. Oui. Vous êtes coiffeur professionnel, c'est votre métier, vous vivez de ça. Alors c'est qui un coiffeur? Un coiffeur, c'est une personne formée qui coiffe, qui coupe les cheveux et entretient les cheveux. Oui. On va dire que le coiffeur, c'est carrément le docteur des cheveux. Oui, effectivement, docteur des cheveux. C'est ça. Et vous intervenez sur la tête, le menton, pour ne pas dire les babes. Vous êtes, on va dire que vous êtes des esthéticiens, tout court. Oui. Et vous, pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi avoir choisi le métier de coiffeur? Bon, moi j'ai choisi la coiffure parce que c'est une passion pour moi. Je dirais une passion pour moi parce que j'ai fréquenté jusqu'à terminale. J'ai passé le bac, ça n'a pas marché. Bac D. Bon, j'ai l'habitude de corriger les coiffeurs. Bon, de faire ci, de me faire ci. Donc, disons, bon, c'est une passion pour moi. Donc, de là, comme le bac n'a pas marché, donc, du coup, j'ai choisi de faire la coiffure. Oui. D'accord, c'est compris. Vous avez étudié jusqu'à un niveau donné avant de vous mettre dans la coiffure parce que à la base, ça vous plaît tout court, c'est votre passion. Oui, c'est ma passion, bon, parce que j'aime tellement la beauté.
Parce que la coiffure, disons, c'est la beauté plutôt. Parce que sans la beauté, tu ne peux pas bien coiffer quelqu'un bien. Tu ne peux pas faire des styles qui conviennent. Vous aimez rendre les autres beaux et belles. Tout à fait. Et on va dire, quelles sont les qualités d'un meilleur coiffeur? Les qualités d'un meilleur coiffeur, bon, c'est d'être responsable, bon, et d'être présentable. Bon, il nous faut la propriété, quoi. Tout. Pour devenir coiffeur, il faut d'abord aimer la propreté, il faut aimer l'esthétique, tout ce qui est beau, et surtout être professionnel, être sérieux dans son métier. Vous avez suivi une formation, vous avez terminé. Aujourd'hui, vous êtes patron de votre atelier. Vous êtes maître coiffeur. Et on sait que forcément, il faut se faire former. D'ailleurs, c'est pour tous les métiers, il faut se faire former. Et en coiffure, pendant combien d'années faut-il se faire former avant de se dire, maintenant, je suis patron de mon atelier? Ça dépend de la personne. Parce que si c'est une passion pour la personne, il peut faire au moins 1 an et bien maîtriser. Oui. Et il y a d'autres qui font au moins 3 ans, 5 ans. Donc ça dépend de la personne. Donc, si c'est vraiment une passion pour la personne, il peut faire au moins 6 mois même, bien comprendre, bien maîtriser plutôt. Donc ça dépend de la manière dont l'intéressé assimile l'apprentissage. Et vous avez fait combien d'années, sinon combien de mois? Moi, j'ai fait 6 mois. Parce que, en temps, bon, j'ai déposé le dossier pour le candidat libre aussi. Bon, dans l'année, donc je venais des fois 3 fois par semaine. Donc je reste à la maison pour apprendre. Des fois. Bon, à un moment donné, j'ai coupé de venir apprendre. Donc je restais à la maison pour apprendre. Donc du coup, j'ai fait au moins 6 mois d'apprentissage, oui. 6 mois de formation. D'accord, juste 6 mois et vous avez eu la maîtrise du métier. Aujourd'hui, vous vivez de ça. Alors, est-ce qu'un niveau d'études est-il nécessaire ou conseillé avant de se lancer dans cette formation? Bon, le niveau, je peux dire, au moins la personne peut avoir BPC ou bien bon, niveau 3e, disons. Niveau 3e, c'est bon pour la coiffure. Là, oui. Donc je veux me mettre dans la coiffure, je veux exercer ce métier, je fréquente jusqu'en 3e, je maîtrise au moins le français, je peux déjà me lancer dans cette formation-là pour devenir coiffeur professionnel. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils parlent uniquement le français. Donc tu es obligé d'exprimer avec la personne, bon, de t'exprimer en français plutôt. Et bon, il y a certains qui parlent anglais aussi, vous voyez, donc de là, tu peux au moins comprendre sans parler donc, et faire ce que la personne veut. D'où la nécessité de fréquenter un tout petit peu avant de se mettre dans la formation. D'accord. Et parlons des avantages. Hein. Quels sont les avantages de votre métier? Si vous êtes toujours dedans, c'est parce que voilà, vous gagnez quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Bon, les avantages, tu peux avoir un foyer, tout, et comment dire, avoir voiture, tout ce que tu veux. Ça dépend de la personne même. Oui. Sinon la coiffure, c'est un bon métier. Juste avec la coiffure, vous pouvez vous construire une belle maison, un véhicule et tout ce qui accompagne. Cela voudra dire que le métier nourrit son homme. Oui, effectivement. Donc, si tu es conscient. Oui. Si tu es conscient. Qu'en est-il des inconvénients du métier? Inconvénients du métier. Bon, il y a des enfants, surtout au niveau des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ne restent pas tranquilles. Donc, si tu n'as pas bien maîtrisé ton travail, bon, au moins parler avec des enfants. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont à travailler. Parce que bizarrement, tu peux le blesser. Ouais, donc tu peux le blesser avec la lame. Donc, si tu as la maîtrise, forcément,
je pense qu'il n'y aura pas de problème d'autre. Voilà, on va énumérer également les blessures, les infections. Il faut faire très attention, surtout les enfants qui vous dérangent. Tout à l'heure, vous avez dit que le métier de coiffeur nourrit son homme. Alors, quand on prend un coiffeur, quel est son salaire moyen dans un mois? Quand on prend un coiffeur, un salaire dans un mois, minimum 50 000. Oui, minimum. Minimum 50 000 pour un ouvrier ou un patron? Un ouvrier, je dis. D'accord. Alors, pour travailler, quels sont ces outils-là que vous utilisez? Pour travailler, il nous faut la tondeuse, la lame, ciseaux, pagne et bande qu'on met au cou pour protéger. Bon, il y a beaucoup de choses. On va dire que les outils sont multiples. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va vous voir travailler. Vous allez m'apprendre à... En tout cas, je vais charbonner. Je vais me mettre dans votre atelier. Je serai votre apprenti. On va le faire tout à l'heure. Mais déjà, est-ce qu'on peut citer quelques coupes dans la coiffure? Il y a coupe en dégradé. Il y a coupe sans dégradé. Ouais. Il y a crête. Il y a trade. Bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qu'on va faire tout à l'heure à notre client là, c'est quoi? C'est coupe en dégradé. Coupe en dégradé. C'est ça on va faire. En tout cas, les téléspectateurs auront l'occasion de voir comment on fait la coupe en dégradé. Alors, une petite motivation à ces jeunes-là qui nous suivent et surtout aux aspirants, aux aspirants au métier de la coiffure. C'est un bon métier. Ça nourrit son homme, bon, ça fait tout. Donc, c'est d'être, comment on dit, passionné. Bon, et c'est ce que tu veux dans la vie. Donc, ça tu veux. Donc, je pense que ça peut te nourrir, ça peut faire tout. D'accord. Tant qu'ils sont passionnés, il faut qu'ils s'adonnent à ce métier, qu'ils se lancent dans la formation, puisque le métier nourrit son homme. L'autre chose, c'est un métier qui contribue à la beauté, ça fait partie de l'esthétique. Surtout nous qui aimons tout ce qui est beau. C'est un bon métier. Si vous avez envie de vous faire former en coiffure, n'hésitez pas, c'est un très bon métier, il a dit. Ça nourrit son homme. Alors à présent, nous allons attaquer notre client. Nous allons le coiffer. On va à l'atelier pour coiffer notre client.
Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons fini de coiffer notre client. Voici ce que ça a donné. Je ne sais pas si j'ai été un meilleur apprenti. Voilà. J'espère qu'on a fait du beau boulot. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? Très bien. Bon, vous avez fait un travail parfait. Et j'ai combien suivi? Disons 12 suivants. Le maître là est méchant. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous étions avec un professionnel, un coiffeur professionnel. C'était la coiffure. Nous avons parlé de la coiffure et ses contours aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un autre métier. Ciao. Très bien avec un 12 sur 20. C'est complexe, hein? Non, ça c'est assez bien. Assez bien, mais j'ai trouvé quand même le maître très méchant. Non, il n'a pas été méchant. Il a été honnête dans sa note. Il a été très honnête parce que... Mais il n'a pas été honnête dans, je vais dire, la mention, parce qu'il a dit, vous êtes un meilleur. Je pense que c'était pour t'encourager. Voilà. Lui, il est pédagogue. C'est un pédagogue. Il t'encourage. Bon, dans son très bien, il te donne un 12. Il peut mieux faire. En fait. Quand même, pour quelqu'un qui, pour la première fois... ok, à la tondeuse à la main. C'est justement là les En tout cas, je me félicite. Je me félicite. On ne dit pas le contraire, non? Non, pas le contraire. On te félicite. Au moins, tu as l'occasion de toucher à une tondeuse. Oui, tout à fait. Voilà, la prochaine fois. C'est quoi le prochain métier? Le prochain métier, ce sera la couture. Non, ce sera la couture. D'accord. Après la couture, tu vas envoyer Nadège te suivre. Elle va aussi faire... Peut-être, on va peut-être continuer avec la mécanique, qui sait. Donc, tu sais... Elle doit réparer la moto des gens de l'huissier. Quelqu'un te l'a déjà vu. Ils vont t'emprisonner pour rien. Allez, merci vraiment, Ghislain. L'aventure a été belle pour vous, je pense bien. Donc, très belle. Vous pouvez rééditer l'exploit maintenant. Tout à fait. Donc vous pouvez coiffer les gens. Bon, je vais devoir me perfectionner, sinon attention. Attention. Non, c'est déjà une bonne idée. Là, vous allez avoir une autre corde à votre arc. Et pourquoi pas ouvrir aussi votre salon de coiffure, qui sait. La prochaine fois, vous allez ouvrir votre salon de couture. De couture, et tout de à mécanique. Bah, vous en avez, hein. Vous en aurez. Allez, merci beaucoup pour cette expérience, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous avez apprécié le monsieur du jour. On peut se retrouver dans vos ateliers, pourquoi pas, les jours à venir. Donc voilà, puisque vous êtes des téléspectateurs de cette émission, on peut faire un tour chez vous. Vous connaissez nos numéros, donc vous pouvez nous joindre. Pas pour faire de la publicité, hein, non, c'est juste pour voir un peu ce que vous faites comme métier, apprendre à faire également ce métier avec vous. Allez à votre découverte. Voilà, c'est notre contribution à nous. Après l'éducation, le divertissement, aller à votre rencontre, donc pour voir un peu comment vous travaillez. Merci beaucoup, Ghislain. Je pensais qu'on aurait le temps de faire le jeu avec vous, Nadège, mais on n'a plus le temps. C'est pas bien grave. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui est restée et qui nous ont projeté à l'écran. Vous ne les voyez pas. Merci à eux. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont écrit d'une manière ou d'une autre. Nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Bénin et ailleurs. Et on se retrouve demain avec le même plaisir.